Bonjour tout le monde. Très content de vous Hello, accueillir pour ce nouveau webinaire. Salut Guillaume et salut. merci de ton temps et d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, on va avoir un témoignage d'un entrepreneur qui a passé pas mal de temps à créer un projet assez ambitieux qui était de faire pousser des fruits et des légumes dans des conteneurs pour favoriser le circuit court, l'agriculture urbaine. C'était Agricool que tu as monté, Guillaume, et aujourd'hui tu as lancé une newsletter qui s'appelle Le Plongeoir, dont tu vas nous en parler et qui a vocation à expliquer et à promouvoir des différents projets, notamment sur des sujets d'impact, Green Tech, Climate Tech, que ce soit autour de l'eau ou autre, mais tu nous en parleras un peu plus en détail. Et pour expliquer en 2 mots la thématique et notre sujet d'aujourd'hui, mais d'abord se présenter. Donc, comme on a l'habitude de faire, moi je m'appelle Florent Artaud, je suis country manager France de Seed Legals. Seed Legals, on est une plateforme SaaS et une société qui accompagne les projets, les porteurs de projets comme vous, entrepreneurs, sur toutes vos opérations sur le capital, avec la plateforme qui vous permet de pouvoir générer les documents juridiques et l'équipe qui vous accompagne à chaque étape de ces opérations, que ce soit pour du financement sous forme de BSR, augmentation de capital, que ce soit également sur l'actionnariat et donc la gestion de votre actionnariat avec l'étape de capitalisation, le partage du capital avec vos équipes, également sous forme de BSPCE, BSA. Et on a l'habitude de faire tout un tas de contenus, de mettre à disposition le plus de contenu possible. On a d'ailleurs lancé une formation avec une cinquantaine de vidéos qui vous expliquent un peu les basiques de comment maximiser vos chances de réussite lors d'une levée de fonds. Et parmi ces contenus qu'on aime mettre à votre disposition, on a des échanges hyper intéressant, assez passionnant avec des entrepreneurs qui s'y connaissent, comme avec toi, Guillaume, qui va nous donner justement tes conseils, ton partage d'expérience avec ce que tu as pu monter avec Agricool et là ce que tu lances depuis peu. Donc merci encore de ton temps et d'avoir accepté l'invitation. Je laisse te présenter peut-être en 2 mots et après on Avec plaisir. échangera ensemble là-dessus. Bah, salut Florent, salut à tous les participants. Donc ouais, moi, donc Guillaume, j'ai cofondé Agricool en 2015, pas longtemps après la fin de mes études, 3-4 ans après la fin de mes études. Et donc, bah, c'est surtout ça qui a fait, on va dire, le plus d'adrénaline dans ma vie, ces dernières années, puisque c'était du coup 2015-2022, avec une grosse partie, où ça a vraiment très, très bien marché, jusque 2018. Et puis on pourra revenir là-dessus, mais aussi des des choses qui ont moins bien marché, que fait que du coup on a dû, vendre la boîte au tribunal, en 2022. Voilà, ensuite, j'ai fait un petit tour en bateau, pendant 6 mois avec, ma famille aux Antilles en voilier. Et puis, là, j'ai créé le plongeoir donc pour, accompagner ceux qui veulent, qui savent pas par où commencer pour se lancer, dans l'entrepreneuriat, qui ont envie d'avoir de l'impact et de créer des super projets qui changent un peu le monde à leur échelle. Voilà. Mmh. Et c'est hyper intéressant la manière dont tu mets ça en avant, ces projets, que ce soit au travers de ton compte LinkedIn et aussi de la newsletter, avec des sujets passionnants et clairement dans l'air du temps. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner, à aller faire un tour et regarder ça. Mais pour revenir sur justement ton parcours, et comme tu l'as dit, hein, c'est les montagnes russes, effectivement, et tu es un bon témoin de ces montagnes russes quand tu lances une entreprise, parce que du départ, et on va revenir un peu de la genèse. Après, tu as levé des fonds, que ce soit avec des investisseurs comme des fonds d'investissement tels que Daphne, que ce soit aussi d'autres investisseurs qui ont pu financer ton projet, comme Kima Ventures et d'autres. Donc, vous avez quand même réussi à lever plusieurs millions d'euros avec le projet. On va venir justement un peu sur pourquoi vous avez monté ce projet, comment vous êtes rencontrés avec vos cofondateurs et le point dont tu parlais également, qui est, eh ben, ça n'a pas marché comme prévu. Comment gérer ça? Parce que vous aviez quand même une cinquantaine de personnes. Puis après, la société, bon, ça arrive, le projet ne prend pas aussi bien qu'on l'avait espéré. Et demain, voilà, on arrive à une cessation des paiements, à un redressement, donc une procédure collective et la revente de la société donc à la barre, au tribunal. Tout ça à gérer donc de ton côté, entre les hauts et les bas. Et ensuite, voilà, de pouvoir, passer à autre chose et ouais, un petit break bien mérité pour ensuite repartir avec la tête, reposée et
justement pour accompagner de nouveaux projets. Si on recommence maintenant et si on prend le départ, comment ça t'est venu cette idée de créer Agricool juste après, enfin, quelques années Mmh. après toi, ta sortie d'école? Bah, franchement, je pense que ça dépend. Les idées, elles viennent souvent, soit de passion, de vécus importants, familiaux ou en fait de tout ce qui a été, intensément vécu en fait, tout simplement parce qu'on a besoin de trouver quelque chose qui à la fois nous parle, pour, y passer, 10 ans quoi potentiellement, intensément déjà, donc il faut que ça soit quand même quelque chose qui prenne un peu aux tripes et puis qui où on ait vraiment la sensation de savoir, quel est le problème auquel on peut répondre. Parce que parfois c'est vrai qu'il y a des sujets qu'on trouve intéressants, mais on se dit qu'on est peut-être en train de les survoler un peu parce qu'on les connaît pas suffisamment bien. Et là moi en fait j'étais donc, je suis fils d'agriculteur, petit-fils, beau-fils, neveu, frère. Donc j'ai vraiment l'agriculture partout autour de moi, j'ai grandi là-dedans et à la fois, j'avais pas envie de forcément de reprendre la ferme, parce que j'avais envie de faire des choses un petit peu différentes, puis il y avait mon petit frère et puis, mais par contre, c'est un truc qui me passionnait quoi, de comprendre comment ça allait, pouvoir évoluer demain. Donc c'était un des sujets, c'était pas le seul sujet que je regardais en fait, mais c'était un des sujets parce que c'était, familial et en creusant, je me suis rendu compte que, ben, tu cherches un peu partout ce qui existe, ce qui est en train de se lancer et cetera. Il y avait pas mal de boîtes qui se lançaient aux États-Unis, notamment ou au Japon sur, la production en indoor donc pour répondre aux problèmes des villes qui grossissaient de plus en plus et qui, n'accédaient plus du coup à de l'alimentation locale donc pour pouvoir produire n'importe où. Je trouvais ça assez excitant, passionnant, parce que 2014-2015, c'était vraiment le moment où genre, tu voyais juste des startups qui levaient, 300 000 € aux États-Unis, sur des trucs complètement loufoques comme ça et donc j'ai creusé, je me suis passionné pour ça et j'ai fini par lancer ma boîte dedans en me disant: «OK, il y a peut-être un truc à faire pour qu'il y ait, tu vois, il y avait les champs, les serres. Est-ce qu'il y a un truc, genre, produire en indoor, à l'intérieur des villes pour avoir de l'alimentation sans pesticides locale, pour tous les gens qui habitent dans de très grosses villes?» Donc c'était hyper excitant et une fois que tu mets la petite tête dedans et que, tu te dis: «Waouh, peut-être qu'il y a un truc», tu as vraiment envie d'aller au bout, quoi. Donc après on a enchaîné à fond. Et c'était aussi un bon moment à cette époque. Moi, je m'en souviens parce que j'avais rejoint la Ruche qui dit oui, que tu Ah connais, oui. Mmh mh. effectivement et c'était en 2015, à ma sortie d'études après avoir passé le barreau et effectivement, c'était un peu ce moment où, donc c'était circuit court, vente directe, proximité, transition en termes de comment aller chercher des produits, comment consommer et cette proximité avec les agriculteurs. Toi, cette logique, c'était une logique aussi, comme tu viens de le dire, qui était avec, pas mal de R&D, avec cette logique d'hydroponie dans des conteneurs, et justement sur cette partie-là, plutôt R&D ingénieur, toi, tu as fait une école de commerce en termes de bagages et de parcours. Comment tu as pu, du coup, avoir cette approche? Comment tu t'y es pris pour, adresser un peu ces enjeux? Et même, en lien aussi avec ça, vous étiez 2, et comment vous vous avez rencontrés avec Mmh. ton Avec cofondateur? Gonzague. Ouais, Bah, en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours été un peu un rêveur, donc j'ai et il faut, hein. j'ai ouais, en fait, c'est la première chose que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment garder, enfin, savoir que la part d'insouciance qu'on a au démarrage, quand on lance une boîte ou parfois tu parles à quelqu'un qui travaille dedans depuis 10 ans et qui comprend pas trop, enfin, il connaît pas du tout le sujet, il se lance dedans et tout ça, ça paraît vraiment insouciant. En fait, cette partie-là, pendant le démarrage au moins, après évidemment, il faut que ça se rééquilibre, mais pendant le démarrage, c'est une énorme force parce que, il faut être capable de voir le monde, un peu comme on rêverait le voir, pour être capable de le construire, sinon ça marche pas, quoi. Si tu penses juste à ce qui existe aujourd'hui et que tu te câbles là-dessus, évidemment que tu feras rien évoluer. Donc au démarrage, en fait, moi, en effet, aucun bagage technique. Hem, Simplement, donc je me renseigne à fond, je creuse le sujet, et puis, en fait, j'avais, donc, Gonzague, qui est devenu mon associé, qui en fait Gonzague bossait dans la même boîte que moi. On était commerciaux en pharmacie, tu vois? Donc Donc prédestiné on forcément vendait des à faire ça, hein. logiciels Ouais, de gestion de pharmacie, moi en Normandie, lui à Lille. Pour la petite histoire, on savait qu'on était entrepreneurs tous les 2. Moi, j'avais déjà créé une boîte, avant, quand j'étais ouais. étudiant et C'était clairement, quoi? ça s'appelait Tombe à pic et OK. c'était, une plateforme pour aider les étudiants à trouver du logement, des meubles, des covoiturages et tout, dans Mmh. les écoles
Donc ça a bien marché, mais tout seul, enfin voilà, un tout petit Ouais, truc ce quoi, petit projet étudiant voilà, sympa, c'est quoi. ça. Mmh. Et et puis du coup, ben là, c'était, moi j'étais à Rouen parce que ma femme, qui était pas encore ma femme à l'époque, mais était, en médecine, elle devait bosser Ouais. là-bas, enfin bref. Et Gonzague était à Lille et du coup, on a dit qu'on faisait ça parce qu'on était tranquille, on pouvait faire notre truc dans notre coin, on n'avait pas de manager qui collait les basques et tout. On avait juste une bagnole, un ordi et on devait vendre. Et donc on gérait notre temps et on passait beaucoup de temps au téléphone ensemble et on a commencé en fait, on n'a pas décidé de créer la boîte, c'est ça qui est assez dingue. C'est-à-dire qu'en fait, moi je me passionnais pour le truc, on passait je sais pas combien de temps en bagnole à discuter et puis on a décidé d'acheter, des tours d'hydroponie, aux US, et en fait, avec un tout petit truc, un tout petit modèle, où tu avais de l'eau en bas avec, les nutriments et puis ça faisait un petit Ouais. circuit fermé qui montait comme ça et puis on a commencé à produire des fraises, dans l'appartement de Gonzague et puis ensuite dans l'appartement de son oncle parce que ça prenait trop de place, jusqu'à ce qu'on ait une inondation parce qu'en fait, on en avait mis 10 et qu'il y avait genre 300 litres d'eau, qui ont pété d'un coup. Enfin bref et du coup, là, on a dit: «Bon, en fait, dans un appart, c'est pas une bonne idée». Et c'est là qu'on a pensé aux containers, mais pas parce qu'on trouvait que c'était smart, je sais pas quoi, juste parce qu'en fait, C'était les parents de pratique? Gonzague sont agriculteurs aussi et il OK. y avait un container, de stockage, dans beaucoup de fermes, tu as ça en fait, ça coûte 1000 balles et bah, voilà, Ouais, c'est étanche tu donc tu as souvent un container derrière un bâtiment dans une ferme, quoi et donc mmh. là, il a dit: «Ouais, j'ai ce truc et tout». Je lui ai demandé à papa si je peux le vider. On l'a vidé, on a commencé à mettre nos trucs dedans et puis ça a avancé comme ça et progressivement, en fait, tu te dis: «Bah, tiens, c'est vrai que c'est pas con un container, on pourrait le mettre sur le camion. Bah, celui-là, il est un peu pourri, mais si on en avait un neuf et tout» et à un moment, en fait, en mai, je trouve que c'était un bon alignement. C'est que, globalement, tous les 2, on avait déjà bossé 1 an dans cette boîte, de pharmacie avant et en fait, du coup, on était à l'aise et donc en fait, moi, j'avais fini mon année, en chiffre d'affaires, quoi, globalement en mai et donc en fait, je pouvais un peu me cacher. Je pouvais un peu me cacher, et donc on a dit: «Ouais, allez, on se donne, juin, juillet, août, on commande un vrai container, on met toutes nos économies dedans». C'était un gros, risque quand même. On le transforme, on essaye de voir s'il y a un truc derrière et voilà et donc on s'est mis à fond, mai, juin, juillet à grand transformer un container. Toujours pas de boîte créée, hein. On Non, mais ça, a c'est un bon point, hein, parce que Ouais, justement, pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui peuvent se poser la question: «Ah, est-ce qu'il faut tout de suite que je crée la société? Est-ce qu'il faut tout de suite que je trouve le nom, que je market et cetera?» Bah, regarde, là, tu ouais, le es la plongeoir, c'est preuve. même pas une boîte là aujourd'hui, hein. Bah, Si tu veux, à un exactement, moment en fait, le sujet, c'est en effet, de savoir, s'il y a quelque chose, s'il y a un marché, s'il y a un truc, derrière et ça, en fait, tant que tu factures pas des clients et cetera, il exactement. y a pas moyen. Moi, par exemple, donc nous, ce qu'on faisait, c'était que, on notait, tous nos achats, en perso, parce qu'on achetait du matos, quoi, pour le container Bien et sûr. tout et comme ça, ben, quand on a créé la boîte, mais ça, voilà, on savait pas trop comment ça allait se passer, mais quand on a créé la boîte, en octobre 2015, donc quelques mois après quand même, parce qu'on devait lever des fonds, pour le coup. Mmh. Donc là, tu as un En fait, enjeu, comme tu on l'as s'est dit, hein. remboursé, nos frais perso, mais donc du coup, on a Exactement. montré nos dépenses, mais c'est tout et en effet, ouais, faut vraiment pas hésiter à avancer, et à tester des choses comme ça, sans créer de boîte, évidemment. Mais ça fait partie, je Hem, pense, du point que tu donnes là en filigrane, c'est-à-dire cette insouciance à la fois d'en fait, de pas raisonner sous forme de contrainte, mais raisonner plutôt sous forme de vision, d'ambition, de ce qui vous porte en testant, tout simplement comme vous l'avez fait tous les 2, heu, petit à petit et après c'est une sorte de concours de circonstances qui peut amener à trouver, ben, ouais, les je premiers pense qu'il y a aussi un truc utilisateurs ou il y a aussi un truc, c'est que quand tu sais que tu es nul, tu vois? Tu penses pas non plus à créer une boîte, tu penses à apprendre. Moi, en fait, à cette époque-là, tu vois, tu disais: «Tu pas agro et tout», bah, enfin, c'est clair. Donc en gros, Gonzague, déjà, pourquoi moi ça m'attirait de bosser plus avec lui et tout et donc progressivement de le convaincre, parce qu'au départ, il était pas du tout convaincu par le sujet. J'ai dû vraiment, pousser. Mais en fait, au départ, c'est qu'il est lui, il est hyper bricoleur. OK. Pareil, école de commerce, pas ingé et tout, mais bon, c'était Gonzague que j'avais à côté de moi, on s'entendait super bien et c'était le bricoleur inventeur, quoi. Genre, Mmh. celui qui, pour faire le 4L Trophy, avait démonté toute sa 4L tout seul pour la remonter, mieux Ouais, et je vois le tout profil.
qui apprend en fait, qui ouvre une fenêtre sur YouTube et qui regarde Ouais, tout un pour apprendre. autodidacte pur. Voilà, c'est ça. Et donc ce truc, moi enfin c'est ça qui a été génial. Moi je me souviens de moments avec Gonzague, genre dans le container où on a dû mettre de l'électricité forcément. Enfin il y a des LED partout et tout. Mm. C'était quand même un gros circuit électrique. Et c'était chaud parce qu'on n'y connaissait rien tous les deux. Donc on avait appris sur YouTube comment monter. Enfin on n'avait pas du tout d'argent pour payer qui que ce soit, donc pour faire un montage électrique. Et c'était un peu chaud. Et donc à un moment on a fait passer, je sais plus comment ça s'appelle, les trucs de certification électrique quoi. Mm. Pour dire bah là il faut qu'on ait un tampon quand même parce que en fait on avait eu l'autorisation par Anne Hidalgo de le mettre à Bercy. On ne sait pas comment on a eu cette autorisation. C'était juste j'ai envoyé un mail à Anne Hidalgo et elle m'a répondu oui. Mais du coup on savait qu'on allait mettre Non, un mais déjà, container c'est ça aussi, tu à as pris Bercy. l'initiative de dire, bon, bah, je vais envoyer le mail comme ça, et bah, tu Ouais, jamais à l'abri que tu aies j'en une ai réponse envoyé positive. quelques-uns, Ouais. exactement. Et en fait, je pense que c'est tombé un alignement positif où l'agriculture urbaine, c'était un truc pour elle, je sais pas quoi. Et du coup, on s'est dit, bah alors là, l'insouciance, c'est elle, hein, parce qu'en gros, elle nous avait jamais rencontrés. Nous, on était dans notre cour de ferme à transformer un container nous-mêmes, et on allait le mettre à Paris sur une borne d'électrique, tu vois, en plein cœur de Paris. Donc là, on se disait, bon, elle se rend pas compte, mais nous, on va quand même faire attention de faire valider notre truc. Et on fait passer un gars, et le gars fait tout le tour, il vient tout blanc, il nous dit vous n'êtes pas électricien. Donc on lui dit bah non. Et là, il commence vraiment à, enfin limite, il s'assoit sur le bord des marches, il dit bon voilà, je sais pas quoi faire, c'est chaud et tout. Donc on lui a dit bah en fait, faites un truc très simple, prenez un papier, vous nous écrivez tout ce qu'il faut faire, tout ce qui va pas, et vous revenez dans 2 semaines. Ah ouais, on va faire ça. Et 2 semaines après, il est revenu et c'était bon quoi. Mais vraiment, c'était parce que voilà, c'était catastrophique. Mais une fois que voilà, étape par étape, tu t'apprends et puis Et tu tu y vas. évolues ton C'est un truc. peu la logique fake it until you make it, quelque part. Ouais, ou même, juste oser, tu vois? Parce que là, finalement, tu vois, on n'a pas faké, genre, on n'a pas mis notre container, tout pourri, à Paris. On voulait quand même qu'il soit certifié. Mais à un moment, il faut bien affronter le truc que quelqu'un qui va venir et qui va te dire: «Ce que tu fais, c'est nul». Heu, bon, bah, oui, je sais, dis-moi ce que je dois faire, et je vais avancer, quoi. Clairement. Mais Donc c'est voilà. justement, c'est cette fois sur cette logique, bon, c'était beaucoup The Family qui utilisait Mmh. ça, mais c'est pas forcément non plus dans l'esprit de tu fais quelque chose de faux et tu montres quelque chose qui n'existe pas. Ça revient plutôt à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, en fait, tu n'as pas encore la solution idéale parce que tu dois apprendre et tu dois mettre en place les choses qui font que ça va coller et cocher les cases qu'il faudrait pour pouvoir être quelque chose qui ressemble vraiment à ta vision finale. Et c'est un peu ça, je pense, en tout cas, moi, Bien sûr. l'acception que j'ai du fake it until you make it, qui est Bah, vraiment, ouais, c'est je peux te donner je un commence exemple là-dessus, tu petit. vois? Ouais. Quand on a mis le container à Paris, en gros, on a vu un déferlement de gens qui sont passés, qui c'est incroyable, tu vois, tu ouvrais Mm. les portes, c'était tout rose dedans, il y avait des fraisiers partout, et on faisait goûter les fraises et les gens me disaient: «Mais juste, elles sont trop bonnes, quoi. C'est incroyable, comment c'est possible que ça pousse comme ça?» hem, Sauf qu'en fait, ce que les gens, savaient pas, c'est que, ben, il y avait 3 000 fraisiers et qu'on récoltait une barquette de fraises par jour, donc c'était des fraises exception. C'était Mm. les Mm. exceptions qui fonctionnaient. Ouais, Et on les faisait goûter que à ceux où on avait envie qu'il y ait le plus d'impact, enfin qui parlaient le plus. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un média qui passait, on devait mettre un seau d'eau sur le piquet de terre derrière le container pour pas que ça saute, parce que c'était pas du tout, en fait, le container sautait tout le temps, quoi. ouais. Il disjonctait tout le temps. Et du coup, on mettait des seaux d'eau sur le piquet de terre enfin, pour que ça fonctionne. Et on savait qu'on avait quoi, 25 minutes devant nous. Et évidemment, tout ça, on le dit qu'après. Et pendant toute Évidemment. cette période-là, tout le monde se disait: «Waouh, c'est incroyable, comment ils ont fait pour construire ce truc, hyper stable, 3000 fraisiers qui poussent dans Paris, des fraises incroyables» et tout ça. Et voilà, tu caches évidemment une partie de la vérité, mais tu la caches pas sciemment parce que tu te dis, «J'ai envie de mentir», tu la caches juste parce que tu te dis: «Ben, ça me permet De de montrer là où convaincre, tu veux d'avancer aller, et bien moi sûr. et moi je Mmh. veux résoudre ce truc-là dans les 6 mois, quoi». Voilà. Exactement. Et c'est un super exemple. Donc là, ce qu'il y a à retenir, pour, encore une fois, les entrepreneurs sur ton exemple et ton partage d'expérience, c'est effectivement donc la société, a créé, ben, dès lors où vous avez des besoins de facturation pour, vendre vos services ou vos produits, avant, pas forcément nécessaire d'ailleurs, pour avoir des subventions, que ce soit en création, ça existe, et quand il y a des questions aussi de subventions pour avoir à compter de la date de la création de la société, qu'elle est moins d'1 an, donc ça peut avoir effectivement aussi, un intérêt là-dessus. Et après créer la société comme tu l'as fait, même si tu as des dépenses personnelles, tu peux te rembourser ces dépenses-là qui ont été faites au nom et pour le compte de la société qui
et ton création, et donc refaire et reprendre ces frais-là et te les rembourser avec la société une fois que tu auras des fonds, soit que tu auras Mm. levé des fonds, soit que tu auras généré du chiffre d'affaires. Donc, ayez ça en tête juridiquement, c'est le cas, hein, et c'est la juriste qui vous le pas, hein, et ça a été aussi bien fait, comme tu l'as dit, Guillaume, donc attesté par l'entrepreneur ici dans la salle. Et donc, ça, c'est à avoir en tête. Et pareil, sur la logique de fake it, you make it, d'abord tester, itérer, apprendre, être drivé par sa vision, comme tu l'as dit. Et si on passe maintenant cette genèse et ce qu'on a fait, parce que le temps passe et je suis conscient qu'on a Mm. beaucoup de choses à dire, notamment sur la suite. Donc, tu as ton premier container et en fait, là, tu as trouvé des investisseurs tout de suite parce que tu l'as dit aussi, l'idée, c'était de lever des fonds, raison pour laquelle tu as créé la société. Donc, comment ça s'est passé là, sur cette partie levée de fonds, basée sur la vision du projet avec les... Bon, déjà, tu as eu aussi une couverture médiatique hyper intéressante grâce à ce container posé sur Mm. nos ministères C'est tout Bercy. en fait, c'est vraiment un tout à chaque fois. Déjà, l'idée, c'était pas de lever des fonds, c'était la survie, c'était de lever des fonds. Ouais. Donc, en gros, Vous avez si besoin de nous, moyens, de capitaux, on quoi. avait mis 40 000 euros dans le container, en gros, donc Ouais. deux jeunes diplômés de 26 ans qui mettent 40 000 euros. En gros, c'était tout ce qu'on avait mis de Ah, bien côté sûr. depuis les 3 dernières années. Mm. Euh, donc, à un moment, en fait, il y a, on avait cette passion et ce truc de se dire non, mais il y a vraiment quelque chose, donc on y croit. Mm. Donc on avançait, mais on savait qu'il fallait à un moment se dérisquer quand même un minimum. Surtout Et que donc ton voilà, modèle, tu on avais a, un besoin de capitaux aussi, hein, parce que c'est quand même bah de ouais, la t'as un R&D, comme on container, dit. on se disait Enfin, ok, si on doit déployer ça, va falloir faire de la R&D. Ok, on a un container qui est sexy pour les gens, mais nous on sait très bien que dedans il y a tout à faire quoi, tout est amélioré. Donc en effet, ce qu'on fait, c'est qu'on met ce container dans Paris avec cet objectif de dire bah il faut qu'on en fasse le maximum de bruit ce truc. Il faut que tout le monde apprenne à connaître ce qu'on est en train de faire pour qu'on donne toutes les chances au projet et qu'il y ait voilà, une étincelle à un moment et quelqu'un qui dira mais j'adore ce que vous faites, est-ce que je peux vous aider? Et c'est ça qui s'est passé puissance 1000, hein, on a eu trop de chance là-dessus. On a mis le container à Bercy, on a ouvert les portes, il y avait une visite par jour. On avait installé nos bureaux dans le café d'à côté. Voilà. Et donc, en fait, la levée de fonds, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de gens qui sont passés, plein de médias, plein de. Voilà. Et évidemment, au fur et à mesure, de plus en plus de gens qui ont les moyens d'investir. Et donc, qui disaient, tiens, est-ce qu'on peut investir ou pas, etc. Et donc, on a rencontré à ce moment-là The Family, on a rencontré des gens comme Henri Sédou, qui est venu passer mhm, voir le container. Et on a levé 500 000 euros, genre un mois et demi après avoir mis le container en BSAR. Du coup, tu mhm, parlais de BSAR. bien sûr. Pour ceux qui connaissent pas, ben, c'est simplement, ça te permet de lever des fonds. Enfin, nous, ça nous a permis de lever des fonds sans organiser un vrai tour de table, c'est-à-dire dire, voilà, nous avons notre dossier de levée de fonds, voilà notre La BP, valorisation, voilà notre valorisation. les conditions de Euh, pacte d'associés, Exactement. etc. Là, tu peux dire, bah, tu rencontres quelqu'un au container, il te dit, moi, j'aimerais bien investir 50 000 euros. Tu t'imprimes un fichier A4, enfin, tu t'imprimes un Maintenant, tu papier, viens sur le site légal et tu peux le tu faire. viens sur Fil Ouais, Légal, c'est exactement. ouais. Tu signes et tu as 50 000 euros. Et trois semaines après, c'est 25. Et puis un mois et demi après, tu as 100. Et puis en fait, à la fin, bah, ça te fait un tour de table. Et donc, ça, c'est quand même super précieux au départ. Donc nous, on a fait 500 000 euros comme ça, en fait, pas en une fois, mais du coup, Ouais, entre c'était septembre et échelonné décembre. comme ça, bien sûr. Voilà. Et là-dedans, c'était surtout des business angels que ça faisait marrer, quoi, hein, tout simplement le truc. Et on a fait un vrai tour de table en mai 2016, donc 6 mois plus tard, où là, bah, du coup, pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement, mais les BSAR ont été convertis, c'est-à-dire que ça a fait un vrai tour de table, avec notamment les BSAR, donc les 500 000 euros qui sont retrouvés vraiment inscrits Converti dans en notre action. converti en Ouais. action, exactement. Et en fait, un fonds qui était Daphne, qui est arrivé à ce moment-là, qui a investi, donc en tout, ça devait être une levée de 3,5 millions, un truc comme ça en mai. Et eux, ils ont mis combien, Daphne? Parce que c'est eux qui ont leadé le tour, donc c'était le Ouais, principal investisseur avec qui tu je sais négociais plus les dire, termes. je crois que c'était genre 2 millions ou Ouais, c'est la un truc comme ça. majorité. Ouais, ouais, c'était le plus gros. En fait, c'est ça, c'est que il fallait qu'il y ait un fonds qui s'intéresse à nous. Alors après, donc là, pour donner un peu des pistes pour ceux qui avancent, ce qu'il faut, en fait, c'est au départ,
tu commences par des business angels parce que c'est des gens qui peuvent mettre des petits tickets, tu as pas besoin de gros au début, et qui réagissent comme ça. Tu leur envoies un truc et puis Mmh. ils signent et ils t'envoient C'est les à fonds en l'affect, 24 hein, heures. surtout, c'est Donc la c'est à relation que la tu construis fête, avec. exactement. Voilà. Donc ça, pour lever jusque 500 000 euros, ça marche très bien, il n'y a pas besoin d'avoir de fonds. Par contre, très important de faire visiter les fonds ou voir les fonds en même temps dès le départ. Parce que moi, en fait, Daphne, par exemple, qui a investi en mai, ils ont pas investi, je les ai pas vus 3 semaines avant de faire mon tour de table. Là, pour le coup, c'est un fonds, ils ont besoin de voir un peu plus les gens, plus longtemps, et cetera. C'est un peu plus long. Donc moi, en fait, derrière, j'ai levé des fonds progressivement. J'ai levé 7 millions en l'année d'après, puis 20 millions l'année suivante. Donc en tout, j'ai levé 30 millions. Et à chaque fois, il y a aucun investisseur du tour de table enfin, du nouveau tour de table, que je découvrais. C'était toujours des investisseurs que j'avais déjà eu dans le process d'avant. Donc moi, par exemple, si je prends l'exemple du premier tour de table de 500 000 euros, j'ai signé tout de suite avec des business angels, mais j'ai fait visiter au moins 15 ou 20 fonds d'investissement dans le container, avec qui la conversation, c'était juste: «Ouais, oui, je sais très bien que c'est pas du tout votre truc aujourd'hui, vous êtes pas du enfin, moi, là, je lève que 500 000 euros, ça sert à rien, d'investir pour vous, mais bon, qu'est-ce que vous en Tu pensez?» crées et la cetera. relation là, ouais. Et donc ça, on te donne des feedbacks, hésite pas à avoir un tel, on te connecte à des business angels d'ailleurs, c'est intéressant et puis après derrière tu fais ton tour de table et puis derrière tu leur envoies des nouvelles, bah, voilà ce que j'ai fait depuis et voilà ce que j'ai fait depuis et cetera. Et puis progressivement, en fait, il y a un moment, le truc monte, tu sens que les fonds, certains en tout cas, commencent à te proposer de déjeuner, de te dire: «Tiens, c'est intéressant, tu penses à quoi comme vision?» et cetera. Tu sens que ça prend et puis à un moment tu te dis: «Bon là, ils sont vraiment prêts, je vais leur proposer de faire un tour de table». Mais en fait, faut se dire, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que c'est des levées de fonds, c'est pas des rendez-vous, je vais lever des fonds, en, mai 2016. Ça pour moi, ça marche pas très bien. C'est plutôt en fait, je suis tout le temps en levée de fonds. Moi j'étais en levée de fonds de 2015 à 2019 où on a arrêté de lever des fonds après. Simplement, tu fais des rendez-vous, tu sens que ça prend, tu partages tes nouveautés, tu partages tes évolutions et puis à un moment tu te dis: «Tiens là, il y en a au moins 5 qui sont prêts à investir, qui m'ont dit: «Quand tu veux, tu y vas». Je vais tous les mettre autour d'une table, je vais leur dire: «Bah, maintenant si vous voulez on y va, on peut lever ensemble, voilà mon projet». Ça, c'est un super point justement sur la relation et comment tu les tiens au courant du projet et de l'évolution et justement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, Daphne s'est dit, comme peut-être d'autres investisseurs, plutôt institutionnels: OK, là, je suis prêt à y aller parce que toi, tu avais créé cette relation, mais tu as su aussi montrer l'évolution et quel niveau de traction, quel moment, qu'est-ce qui a fait aussi eux parce que certes, il y a la relation, donc il y a le fit évidemment avec toi, ta vision, fondateur, l'équipe fondatrice, heu, mais eux, de leur côté, ils ont une logique quand même très pragmatique. Qu'est-ce qui a fait d'un point de vue, indicateur clé, traction, notamment sur un projet comme le tien de R&D, a fait qu'eux, ils se disent: «Il y a quelque chose, tu m'as convaincu là aussi avec cette progression qu'on peut investir». Bah, en fait, c'est toujours un mélange entre, hem, donc la vision que tu transmets, de ce que tu as envie de convaincre, de ce que tu as envie de construire et donc est-ce que c'est convaincant? Donc nous, voilà, la vision initiale, c'était vraiment un gros sujet, quoi. C'était, est-ce que, on peut nourrir les villes, en indoor et cetera? Donc au départ, tu prends un Pierre-Éric de Daphni, par exemple, il voit le premier container, il rentre, il nous entend, il se dit: «Tain, c'est un truc de fou ce truc, je sais pas ce qui va se passer avec ça, on verra bien, c'est marrant». Ils disent qu'ils veulent nourrir les villes, en effet, il y a des fraises et cetera. OK. Donc au je pense qu'au départ, il a un peu un coup de cœur, genre, personnel, de se dire, «Waouh, c'est marrant quand même leur vision et tout et c'est intéressant». Mais après, il se dit: «Voilà, ça, moi, je suis pas business angel. Je vais pas investir comme ça sur un coup de tête pour un dîner. Donc j'ai des comptes à rendre avec des investisseurs institutionnels derrière moi et cetera. Donc je vais juste les suivre». Donc là, en fait, toi, tu continues à les voir régulièrement et là, bah, ce que lui, il va juger à partir de là, c'est déjà, il va challenger ta vision pour vérifier qu'elle est vraiment, elle fait vraiment rêver, que c'est vraiment dingue et puis surtout, il va voir comment tu évolues, en effet. Donc est-ce que entre 2 tu as recruté des gens? Est-ce que c'est incroyable, c'est des super personnes et ça marche bien? Est-ce que tu as, tu avais, donné comme objectif que dans 6 mois, tu doublais ton rendement en lançant une zone de R&D? Est-ce que tu l'as fait? Hem
qu'est-ce que tu as accompli depuis la dernière fois qu'on s'est vu, etc. Et en fait, progressivement, il te voit évoluer et il se dit ah ouais, en plus, ça déroule, quoi. Ça avance et tout. Donc, moi, ce qui se passait sur un projet de RD, c'est que je leur disais ben, on part de super loin. Globalement, aujourd'hui, il n'y a pas de technologie qui existe et il n'y a pas de. On ne sait pas trop. Donc, on va faire des zones de RD, on va essayer de doubler notre rendement tout le temps, quoi. Donc, 6 mois après, on avait doublé notre rendement. Un an après, on avait encore doublé notre rendement. 2 ans après, on avait encore doublé notre rendement. Et en fait, on a tout le temps explosé les chiffres de rendement au mètre carré, en gros, dans notre conteneur, Qui parce était qu'on ajoutait votre des KPI, technologies, ça on c'était inventait votre des indicateur technos, KPI. on testait des nouvelles variétés, on faisait plein de choses, ce qui fait qu'en fait, le rendement continuait à augmenter. Et donc, plus ça va, c'est un peu comme une boîte tu sais, des trucs de production de médicaments et tout. Où en fait, au départ, tu as un stade très R&D, puis au fur et à mesure, tu te Bien dis, sûr. tiens, on se rapproche Ouais, progressivement pré-commercialisation. d'un truc qui va peut-être être possible. Et plus ça va, plus la valeur du truc monte, parce qu'on se dit, mais ils vont y arriver, c'est con, tu vois. Et donc, et donc, plus le truc monte. Et nous, c'est ça qui s'est passé, c'est que plus on augmentait, plus il y a des gens plus gros qui se disaient, mais c'est vraiment peut-être possible ce truc. Donc là, ça devient vraiment un gros enjeu et tout. Jusqu'à ce qu'en 2018, on lève 20 millions avec Danone, BPI, avec des gros acteurs. Donc en tout, on a eu Xange aussi, on a eu, voilà, il y avait beaucoup de gros acteurs. Et en fait, à ce moment-là, donc on lève 20 millions sur, ok, bah là, en fait, on était globalement 20% en dessous de la profitabilité opérationnelle, alors qu'au départ, on était à moins 300%, quoi. Et on en D'accord. avait augmenté progressivement le rendement. On produisait 10 fois plus au mètre carré que la moindre serre du monde la plus efficace. Donc, c'était vraiment très, très performant. Mais on n'était toujours pas à l'équilibre, même au niveau opérationnel. On perdait toujours de l'argent en vendant. C'est juste qu'on avait bien appris. Et en fait, on a atteint, après, en 2019, on a atteint un plafond de verre où là, le rendement augmentait plus. On testait tout ce qu'on pouvait, tout dans tous les sens, etc. Et on n'augmentait plus. C'était un risque depuis le départ, hein. C'était comme Mm. dans l'invention d'un médicament et tout. C'est genre, bah, on ne sait pas, personne ne l'a fait. Personne n'est jamais peut-être arrivé à ce niveau de rendement au mètre carré et tout. Donc, on ne sait pas où ça va s'arrêter ce truc. Est-ce que ça s'arrêtera? Est-ce que ça deviendra un sujet? Et donc, et on a atteint un plafond de verre. On a tout testé dans tous les sens. On n'a jamais trouvé. Et donc, c'est pas devenu profitable. Et c'est là qu'après, c'est devenu plus compliqué parce qu'il a Ouais, fallu trouver des évidemment. portes de sortie. Et ça, pour peut-être faire un raccourci, après tu me diras ce que tu veux creuser, mais en gros, euh, quand je pense que à ce moment-là, on se disait qu'on avait quand même fait plein de conneries aussi d'un point de vue opérationnel. Je pense que moi, je me suis vachement remis en question aussi au niveau management. Tu vois, là, tu te dis, tiens, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on n'arrive plus à trouver de solution? Et puis aujourd'hui, après le recul, il y a quand même, voilà, en fait, ça n'a jamais démarré cette histoire. Enfin, dire, j'ai des concurrents, un concurrent allemand qui avait levé 400 millions, un concurrent américain qui avait 1 milliard et tout. Il y a personne Qui a qui réussi a à passer craqué le le truc. rendement. Donc, je pense qu'en fait, il y a un problème physique au fait que ça ne fonctionnera pas. Euh, et donc, Comme, il fallait comme tu l'essayer. l'as dit, hein, Voilà. c'était, ça sert à ça quelque part d'avoir des entrepreneurs et des personnes comme toi qui lancent des projets dans cette logique de R&D où tu veux lancer une innovation de rupture vraiment par rapport C'est à ça, tu l'existant et testes, à quoi. l'état de l'art existant. Donc tu testes, t'es pas sûr, donc le risque est d'autant plus fort sur toi, ton enjeu, si je récapitule, ou en tout cas si je l'ai bien compris, c'était vraiment la logique de augmenter les capacités de rendement au-delà de ce qui était connu et personne ne l'avait vraiment fait pour ensuite être suffisamment rentable par rapport aux coûts logistiques, de Ouais, distribution, tout, en fait, t'as vachement de d'opérationnel. technologie. Tu vois, tu produis dans des villes où le mètre carré coûte super cher. Enfin, tout est plus compliqué. Donc, en effet, tu dois être beaucoup plus productif au mètre carré pour que ça marche. Versus, voilà, un mec qui a 50 hectares de champs dans le centre de la Évidemment. France. Enfin, tu vois. Donc voilà. Mais c'était intéressant. Et derrière, bon, on peut J'ai- résumer parce qu'en fait, derrière, c'était juste il y a un truc qui est important quand même que je voulais partager, c'est que une fois qu'on s'est rendu compte de ça, on avait levé voilà 30 millions et on se rend compte qu'on n'arrivera pas à rendre ce modèle profitable. En fait, on avait sur le trajet inventé plein de choses. On avait inventé par exemple des LED hyper performantes au niveau économie d'énergie qui étaient Que vous refroidies. aviez breveté d'ailleurs, ou Non, pas? on Ok. n'avait pas breveté parce qu'on n'avait pas trop les moyens de le faire d'ailleurs. Ouais, On se ok. concentrait vraiment sur notre truc. Et puis c'était pas notre produit en fait, c'était nous on le cachait quoi, on le Ouais. faisait nous-mêmes pour nous. Et justement on s'est dit tiens bah tout ça est-ce que justement on brevette le truc et on en fait des produits pour faire économiser de l'énergie à plein d'industries etc.
Est-ce que voilà, donc on avait plein d'apprentissages comme ça où on avait développé des choses pour être si productif et on avait un peu l'impression, tu sais, que c'était un peu comme dans les trucs du spatial où parfois ils testent des trucs dans des environnements très contraints et puis ça peut être utile Pour d'autres pour le quotidien. applications Ça a été le cas civiles du ou autres. GPS, tu Ouais. vois, le GPS, c'est ça quoi. Mmh. Donc moi je me suis dit tiens, il y a peut-être des trucs, peut-être que ces LED qui n'ont pas eu été, enfin pour nous ça n'a pas marché, mais peut-être que du coup si on les prend et qu'on les met dans des serres, tout le monde pourrait gagner de l'énergie pour ceux qui en utilisent, par exemple. Et en fait, le truc, c'est que c'est ça qui est dingue à ce moment-là, c'est qu'on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas être possible d'un point de vue financier, parce que quand tu as levé 30 millions, en fait, tu peux pas faire une boîte qui vaudra un jour 10 millions ou 20 millions ou même 30 millions, parce que si elle, voilà, il faut Bah, être capable de rembourser un jour des investisseurs, sinon ça exactement. marchera Ça, jamais. c'est Et tout à donc fait juste. c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en gros, nous on s'est dit, bah là avec cette boîte, on pourrait faire par exemple des LED là. On pourrait, imaginons qu'on devienne un acteur majeur du système, voilà, on pourrait faire, je sais pas, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires là-dedans. On a fait les calculs de, voilà, la valorisation d'une boîte qui produit des LED pour, je sais pas. Et en fait, bah, on Mmh. n'arrivait jamais à créer un truc qui fasse du sens. Et donc ça arrivait jusqu'à ce qu'ils disent, bah, en fait, testez tout ce que vous pouvez, même si il y a plus qu'1 de chance, mais ça sert à rien de faire une boîte qui marche vraiment, quoi. Enfin, Ouais. c'était assez Bah, bizarre. c'est Et pour je leur en veux pas, hein, parce que j'ai complètement compris le truc. Je pense que c'est juste, la conclusion que je veux donner là-dessus aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est quand tu lèves des fonds, moi, j'étais pas assez conscient de ça au départ, même si je pouvais peut-être pas trop faire autrement, hein, mais maintenant, j'en suis conscient pour ma boîte actuelle, par exemple. C'est quand tu lèves des fonds, tu t'ouvres des portes pour développer ton business existant, le modèle économique que tu penses. mmh, Tu te fermes des portes pour pour pivoter sur des pivoter trucs à différents. 360, là, en Voilà. l'occurrence, enfin, plus Donc, 180. voilà, moi, par exemple, aujourd'hui, le plongeoir, je sais qu'il y a déjà plein de gens qui m'ont dit j'aimerais bien investir et que je leur dis, mais en fait, non, pour l'instant, non, parce que moi, aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir aller à droite ou à gauche sans me dire, bah, en fait, ça sera un truc qui vaudra moins. Donc tu peux pas le faire, tu vois? Mmh. Voilà, c'est un truc Surtout assez que mais intéressant à cette on va y logique-là. venir justement sur le plongeoir avec la fin et pour terminer peut-être sur, justement donc c'est en 2022 donc Mmh, 2019 tu as cette levée de fonds avec, les moyens dont il faut pour pouvoir atteindre ces capacités de rendement. Bon, au final, vous vous rendez compte que c'est pas possible et que, ben, du coup, est-ce qu'il est possible de pivoter? Tu viens d'expliquer que là, ben, non, les investisseurs, eux, attendent quelque part que tu puisses les rembourser à un moment et créer une autre boîte qui soit certes peut-être rentable, mais qui puisse pas leur permettre de pouvoir rembourser leur investissement, c'est pas l'idée. Donc vous décidez finalement de mettre en redressement, la société. Et donc comment tu as pu gérer ça en quelques mots, tu vois? Que ce soit l'aspect un peu émotionnel de gérer le truc, tu t'es dit: «OK», en étant lucide, ben, voilà, il y avait la partie LED qui pouvait être une fenêtre de sortie, mais finalement c'est pas jouable. Tu en discutes avec le board. Vous pouvez décider maintenant avec le board de mettre en redressement judiciaire la société, puis après de la vendre. Et donc, j'avais d'ailleurs vu un post de Daphne qui était sur LinkedIn, qui expliquait que si, il devait refinancer, Agricole demain, il le referait, mais 100 fois et des projets comme ça, parce que c'est le but aussi, de ces investisseurs de financer des projets, quand bien même, bah, statistiquement, il y a plus de chances que ça n'arrive pas, encore plus avec des projets de R&D. Enfin bref, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce témoignage, mmh. enfin te donner ce Ouais, bah, juste peut-être en 2 secondes déjà pour répondre à ce que tu viens de dire à la fin, c'est qu'en fait, ces fonds-là, leur modèle de rentabilité, ils l'ont retourné dans tous les sens. S'ils investissent dans des trucs qui sont, peu risqués, et moins rentables si ça marche, et ben, leur modèle marche pas. Donc le seul moyen qui marche, leur modèle à eux, c'est, d'investir dans 100 boîtes et qu'il y en ait une qui paye pour tout le monde. mmh, En gros, par exemple, moi, dans ma cohorte, on peut dire ça comme ça, mmh d'investissement, c'est-à-dire 2015 à peu près, 2016, il y a, Back Market, par exemple. Heu, donc en fait, je pense que Back Market, la part de Daphne donc dans Back Market paye, pour, tout ce qui a été, foiré à côté. Donc en fait, c'est ça leur modèle. Donc c'est pour ça qu'ils disent: «Je referai pareil», c'est qu'en fait, ils ont des paramètres qui sont: est-ce que la vision, elle peut aller très loin? Est-ce que, voilà et cetera et si c'est oui, boum, j'y vais, quoi. Maintenant, par rapport à ouais, donc le résumé, bon, il y a pas le tu vois, je te donnais l'exemple des LED, mais c'est un exemple parmi 10, hein. Il y avait plein de choses qui se ouais. sont passées évidemment. On a testé plein de choses, on a testé de voilà.
on arrive à un moment où en fait, on essaye de faire une levée de fonds parce que on se dit bah il va falloir quand même relever des fonds Mmh. et on n'arrive pas à faire cette levée de fonds, notamment parce qu'en effet là on n'avait plus assez délivré d'augmentation, le modèle Les était chiffres, trop juste, ouais. les chiffres étaient trop justes et tout. Donc on n'arrive pas à convaincre. Et à ce moment-là, en effet, on passe en cessation de paiement. Donc, cessation de paiement, c'est que tu te rends compte qu'en effet, toutes tes dettes, heu sont supérieures à ce que tu es capable De de payer. de payer. Et donc là, bon, tu te déclares en cessation de paiement. Ensuite, on passe en redressement. Et en fait, à ce moment-là, bah, alors déjà 2 choses, moi, j'avais de la chance à ce moment-là, c'est que j'avais déjà fait un peu ma réflexion personnelle sur tu vois, mon leadership, le management, et cetera. Ça faisait déjà, presque 1 an que j'avais un DG, slash CEO, dans la boîte à ma place. J'étais encore là, à temps plein, mais j'étais en parallèle d'un CEO qui gérait, le management de l'équipe et tout et en fait, du coup, lui a quand même, géré, 80 de ça parce que c'était quelqu'un qui avait une énorme expérience. Il avait eu 3 000 salariés avant d'arriver chez Agricool. C'était un CEO de Bonduelle, en fait et donc D'accord. gros profil, donc il m'a énormément aidé dans, ce passage qui était hyper dur. C'était qu'en fait, il fallait annoncer les choses à chaque fois à l'équipe, pas les faire perdre, foi dans le fait qu'il fallait quand même, se battre. En fait, ce qui était dur à ce moment-là, c'était que tu dis à des gens: «La boîte, est au tribunal». Hem, Tu rassures sur le fait que globalement tout le monde va être bien traité et ça, pour tout le monde, hein, faut vraiment se détendre là-dessus. Les gens, ils sont hyper bien traités avec un redressement judiciaire. Ils finissent avec, 2 ans de maintien de salaire, machin, et cetera. Donc en fait, ils ont presque plus intérêt à être sortis qu'à être repris par une autre boîte. Mais donc, bon, il se pose quand même plein de questions, donc il faut répondre à tout le monde, et Évidemment, cetera, évidemment. évidemment intelligemment. Et puis, en parallèle, il faut surtout que tout le monde reste motivé parce qu'en fait, toi, tu dois trouver, moi, c'était mon job à temps plein, c'était de trouver un repreneur. Donc, Mmh. quand tu parles à des repreneurs et que tu les fais visiter et du coup, l'équipe, elle est à fond, ça se passe bien, Mmh. bah, tu as envie de dire: «Bah oui, enfin, c'est quand même pas évident, comme moment», mais eux, en même temps, ils reprennent une boîte, ils ont pas envie de reprendre une boîte avec des gens, déprimés, qui ont plus envie de travailler. Donc il faut être capable de remotiver les gens dans cette période. C'était un peu un challenge et ça s'est quand même fait. On a fini par, en effet, trouver un repreneur, qui a repris la boîte pour pas grand chose, en fait, hein, sans les dettes, et cetera. Pour 50 000 € en fait, pour être transparent. Mmh. Donc c'est juste, bon, c'était pas un euro symbolique, mais pas loin à ce moment-là. Mais ça permettait d'avoir, quelqu'un qui reprend et qui teste autre chose, puisque c'était une boîte, en fait, c'était une PME, agroalimentaire qui, bah, du coup, avait une autre lecture, tu vois, de l'entrepreneuriat qu'une startup comme nous et donc ça me permettait de voir aussi, bah, est-ce qu'eux, ils vont trouver une clé, ils avaient déjà d'autres boîtes agroalimentaires, est-ce qu'ils vont faire des parallèles entre leurs boîtes? Est-ce qu'ils vont trouver un moyen d'être profitables? Je pense pas, très sincèrement qu'ils ont pu trouver, mais au moins ils ont pu tester, et puis ils ont récupéré de la technologie, ils ont récupéré Ouais, des c'est choses ça. et Il y a ça des leur actifs les a qui fait peuvent les voilà, intéresser et qui achètent à ce voilà. moment-là, ouais. Et toi, alors, dans tout ça, parce que c'est quand même émotionnellement, très, très intense, c'est Ah ouais, c'était voilà, c'est chaud, ouais. 7 ans de Mmh. ta vie, tu finis un peu en apothéose, si je peux dire, avec, l'ensemble de ces choses à gérer, quand bien même tu t'es épaulé et bon, ça, c'est aussi de ton côté, bien t'entourer avec des personnes qui t'aident sur ces aspects-là. Donc maintenant, c'est fait et comment ça s'est passé? Après, tu t'es dit: «OK, là, besoin d'une pause», tu l'as dit. «OK, je Ouais, en prends fait, ma déjà famille, un pendant bateau». toute la période de redressement et tout, franchement, faut vraiment, enfin, j'espère que ça ne vous arrivera jamais, mais c'est probable parce que quand on entreprend, Bien quand même sûr. de grandes chances. Pendant cette période-là, en fait, faut vraiment se détacher, émotionnellement et moi, ma mét et chacun sa méthode. Moi, la mienne, c'était, 2 choses. J'ai déménagé en Bretagne, donc je faisais des allers-retours, 2 jours par semaine à Paris, mais je sais que voilà, j'avais, quand j'étais en télétravail de chez moi, je pouvais sortir et aller marcher au bord de l'eau, si j'avais envie de prendre l'air, voilà. 1 chose, donc avoir un vrai équilibre de vie, pas être, à fond dans son boulot, à fond, tout le temps. Et deuxième chose, penser à autre chose et heu et c'est drôle, mais moi, du coup, bah, j'avais le voyage en bateau dont on rêvait depuis, longtemps, par exemple avec, ma femme et ben, il y a un truc où tu te dis: «Ben, vas-y, en fait, je vais le préparer un peu. Maintenant, je sais que ça va arriver», et en fait,
tu finis par te dire, bah, tu vois, si la boîte avait continué, j'aurais peut-être pas pu profiter de faire ce voyage. Donc, je vais essayer de le voir comme une opportunité en me disant, ben, ça va être l'opportunité de profiter de ma famille et de faire des choses. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à ça, à ce que je pouvais faire après. Et je pense que ça aussi, se projeter un petit peu dans d'autres choses, que ce soit une autre boîte ou un truc excitant personnellement, ça permet de se détacher un peu, pas penser que à ça, quoi. Parce que forcément, évidemment, il y a un gros symptôme, voilà, de sinon, qu'est-ce que j'ai fait de ces 7 ans, et cetera, et qu'il faut surtout éviter, qui n'apporte rien, mais alors rien du tout, à quiconque, quoi. Donc, Ouais, bien sûr. C'est que éventuellement du négatif, de la remise en question, alors que bon, il y a quand même une belle histoire qui s'est construite, il y a de la valeur, des ouais, puis il salaires, y a un une temps pour tout, tu aventure. vois. C'est la prise de recul, tu vaut mieux la faire après, tu vois, sur qu'est-ce que j'ai planté, qu'est-ce que j'ai pas planté, etc. Mais surtout pas au moment Bien sûr. où tu as, de toute façon trop d'émotions. De toute façon, tu dois te concentrer pour juste trouver un repreneur. C'est pas le Et puis moment. voilà, être à l'aise avec les salariés pour leur expliquer avec authenticité. On a essayé d'être vraiment authentique, quoi, de dire exactement ce qui se passait, ce qu'on pensait, ce qu'on avait essayé, ce qu'on n'a pas réussi. Enfin voilà, transmettre. Ouais. Ouais, comme tu l'as dit, en plus, vous, ben, vous avez passé ces étapes qui a permis d'arriver à lever quand même plusieurs millions d'euros, une trentaine de millions d'euros, recruter des salaires. Donc forcément, les enjeux, les responsabilités sont d'autant plus importantes à ce moment-là. Ça ne marche pas. Et ben, c'est statistiquement aussi la réalité de l'entrepreneuriat et notamment encore plus dans ces logiques de R&D. Mais voilà, tu as géré. Effectivement, tu travailles sur le fait de t'en détacher émotionnellement. C'est un bon conseil à donner pour ceux à qui ça peut arriver. Et donc, fin maintenant de cette aventure, c'est repris. Tu pars 6 mois, c'est ça? Mm. T'aérer un peu l'esprit, donc profiter là de ta famille. Et après, c'est quoi? Là, tu te dis quoi? Bah, moi, après, je suis comme vous. Voilà. Retour, Retour à la case je départ. passe de l'autre côté de l'écran. Ouais. Je passe de l'autre côté de l'écran. En gros, quand je suis revenu, je me suis dit, bah voilà, je veux recréer une boîte. Alors, déjà, juste très important, quand on peut pas toujours, mais moi, j'avais la chance d'avoir une assurance chômage, pas le chômage, mais une assurance qui Ouais. s'appelle une GSC. Donc, déjà, gardez ça dans un petit coin de votre Quand carnet. vous êtes entrepreneur, ouais, bien sûr. Obligatoire. Obligatoire. Parce qu'on n'a plus de chômage. Moi, j'avais eu mon chômage au début d'Agricool, donc j'avais plus de chômage. J'étais président d'Agricool, donc voilà, pas de cotisation chômage. Résultat, en sortant, eh ben, si t'as rien, ben, le Compliqué. lendemain, il Il faut faut aller te payer un travailler, salaire, quoi. bien sûr. Moi, j'avais la chance d'avoir 15 mois d'assurance GSC, donc qui est payé. En fait, c'est une assurance qui est payée par la boîte, qui cotise pour une forme de chômage privé. Obligatoire de faire ça si vous avez votre boîte. Donc voilà, donc j'ai cette chance, donc ça m'a au moins permis de partir 6 mois coupés. Et quand on peut le faire, du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est hyper précieux parce que, pour faire très simple, ce que j'avais en tête avant de partir et ce que j'ai fait après n'a rien à voir. Mm. En fait, c'est tellement intense comme aventure, 7 ans et tout, que tu peux pas te dire qu'au bout de 15 jours, c'est bon, tu as pris ton recul, tu sais ce que tu veux faire et tout. Même si tu sais ce que tu veux faire, en fait, ça va changer si tu prends vraiment le temps de te poser. Donc moi, au bout de 3 mois, 6 mois, je savais ce que je voulais faire, en tout cas pas comme boîte, mais comme modèle. J'avais envie, voilà, là, j'ai envie d'un truc où j'accomplis plus, enfin, moi personnellement, donc pas forcément autant de salariés, pas forcément autant de levées de fonds, une grosse volonté d'impact. Euh, donc voilà, donc le plongeoir est venu comme ça en fait. Après, quand je suis rentré, je me suis pas dit que je voulais créer le plongeoir. Je me suis dit, je veux m'intéresser à des sujets. Donc je me suis intéressé aux matériaux, à l'agriculture, etc. Et je pensais quand même que j'allais trouver un sujet où j'allais me lancer dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais trop curieux, quoi. Enfin, j'avais trop envie de creuser tous les sujets. Mhm. Et donc, je les creusais les autres. Je passais tout mon temps à rencontrer des gens et tout. Et jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, tout ce que j'ai publié, enfin, tout ce que j'ai fait et que je veux pas faire moi-même, pour des raisons X ou Y, serait par exemple, bah, moi, je suis en Bretagne, voilà, ou ça, c'est plutôt pour un profil ingé différent de moi, etc. Et je me suis dit, c'est quand même trop con. J'ai choisi des idées de boîte, mais je les mets dans mon petit carnet, puis je range mon petit carnet, quoi. Et donc là, je me suis dit, je vais les publier. Ça servira peut-être à d'autres. Et donc, en le faisant, bah, j'ai trouvé ça intéressant. Et le plongeoir est né comme ça, où en fait, bah, les gens m'ont dit, mais c'est incroyable, t'as pondu d'où ces boîtes et tout.
Et bah, juste, j'ai kiffé, en fait. J'ai lu, j'ai rencontré des gens et je me suis amusé à voir ce que moi j'aurais aimé créer dans ce modèle pour faire évoluer les choses et le monde dans le bon sens, quoi, au niveau écologique, etc. Et aligner business et impact. Et en fait, j'ai publié les matériaux, la transmission des fermes dans l'agriculture, les algues, qui étaient que des trucs que j'avais creusés. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, en fait, je vais faire ça, là, je vais continuer à en creuser des nouveaux. Et bah là, ça a commencé le 1er septembre, là, il y a déjà 6300 abonnés, donc ça Ouais, c'est marche ça, bien. hein. Ouais, Ouais, clairement, en l'espace de, allez, 4 mois, même pas 4 mois, qu'est-ce que je dis? 3 mois, ouais, ouais, 3 non, ça mois, va ouais. très vite. Ça va très vite, les gens s'abonnent. Il y a 300-400 personnes qui s'abonnent par semaine. Mm. Donc, c'est des gens qui ont envie de mieux comprendre le monde, puisque j'essaie de le décrypter avec un peu de légèreté, quoi, Ouais, sans c'est assez survoler les ludique, hein, choses. la manière dont tu le présentes, donc ça reprend effectivement souvent le même format et tu synthétises bien les sujets, mais tout en allant un peu en profondeur. J'ai mis le lien d'ailleurs sur le chat, là, si vous voulez aller regarder le plongeoir. Et je vous invite en tout cas à lire. C'est très ludique, très Bah, l'idée, c'est ouais, c'est de vulgarisé, pouvoir accessible. vulgariser pour que tout le monde puisse se passionner pour les sujets clés. Cette semaine, c'était voilà, le gaspillage alimentaire et les coproduits, par exemple. Et donc, comment trouver des idées de projets, de boîtes, des idées de jobs même, qui, euh, qui te permettent de résoudre des problèmes majeurs de la société en te passionnant pour les trucs chaque semaine, quoi. Donc voilà, donc c'est cool, c'est super bien. Et après, bah, qu'est-ce que ça deviendra En fait, c'est un L'avenir peu le comme dira. Agricool, je le fais progressivement. Faut pas croire que tout est clair en fait. Ça, c'est le truc. Moi, je me suis rendu compte avec plusieurs copains avec qui j'ai parlé encore le week-end dernier qui me disaient, c'est dingue, le tour démarre, 1er septembre, paf, 6300 abonnés, tes newsletters, elles sont trop bien et tout. Mais je leur dis, mais je pense que tu te rends pas compte. Alors, il y avait ma femme à côté qui disait, ah, non, non, ils se rendent pas compte. Genre, je me suis complètement tiraillé en permanence, quoi. Est-ce que je vais à droite, à gauche? Est-ce que je lance des produits en parallèle pour créer mon business model? Est-ce que je cherche des sponsors? Est-ce que je fais payer une partie de ce que je fais à certains types de lecteurs qui ont envie de creuser? Tout est ouvert. Le seul truc que je sais, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte très écoutés, les Jean Covici, etc., qui sont super importants, fondamentaux et tout, mais qui sont un peu anxiogènes et qui a de plus en plus besoin de d'inspirer en fait un futur possible et un passage à l'action. Tu vois, genre, Mm. regarde, en fait, il y a 5 trucs que tu pourrais lancer pour résoudre ce truc-là et juste être trop heureux, quoi. En donnant des exemples Euh, concrets. Exactement. D'ailleurs, si on prend Des idées de boîte, Ouais, ouais, Néolith, par exemple, qui a levé là 60 ouais. millions d'euros il y a tout récemment sur la technologie de pouvoir fossiliser justement des déchets. Bah, typiquement, c'est aussi un exemple qui aurait pu sortir de ton petit carnet quelque part. Bah, il est dans la première, dans les Bah voilà, matériaux, tu tu vois. vois, exactement. Je les ai Je rencontrés et l'avais tout. vu. Et en fait, c'est ça, c'est en gros, c'est que tu as des idées, tu vois, typiquement, une boîte comme ça, c'est incroyable, c'est sûr, tu vois, ils ont un impact sur le changement climatique extraordinaire, ils ont une aventure business qui est passionnante, ils fossilisent des déchets, quoi. Et en fait, tu as plein de choses qui peuvent être lancées comme ça, mais c'est vrai que souvent, on sait pas trop par où commencer quand on a envie de lancer une boîte et avoir de l'impact. Et donc, je sens beaucoup voilà, d'intérêt autour de ça. Et j'ai vraiment envie de continuer en fait à ça. J'espère qu'un jour, il y aura voilà, beaucoup plus de monde qui lira, qui se passionnera et qui du coup se lancera pour que c'est encore plus d'impact. Toi. En tout cas, tu as clairement bien commencé, effectivement, avec ce que tu as pu proposer en termes de lecture. Il y a un public qui est là. Tu as 6000 effectivement, plongeurs, si je peux dire, qui ont Tu sais que sauté le 6000, pas. c'est. Je fais un petit disclaimer avant de la newsletter que j'envoie cette semaine. Mais cette semaine, ma photo de cover là, donc j'envoie ma newsletter vendredi matin à 7h du mat. Ouais, c'est deux Euh, vendredis, enfin, c'est un vendredi sur c'est deux, un, c'est ça. Ouais, non, c'est tous les vendredis, mais il y a un thème, le thème change tous les 15 jours. Là, les D'accord. coproduits, il y avait la première, il y a donc, vendredi dernier, et la deuxième, c'est sur du coup les idées de boîte. La première, c'était sur le constat, etc. Et là, c'est les idées de boîte et les jobs. Et je me suis rendu compte que 6300 personnes, c'était le Zénith de Paris. Pas Donc, mal quand même. je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant de s'imaginer avec le Zénith de Paris qui écoute des Peut-être idées de un jour, boîte. tu pourras faire tu vois, un Ah, one-man merci. show, peut-être pas un one-man show exactement, un Bercy, un Maracana, ou qu'importe le stade. Ça m'a fait bien Mais marrer, quoi. Enfin, bref, ouais, non, c'est on va top comme on peut. Hein. bah, il faut. Et en plus de ça, c'est passionnant.
ce que tu proposes au travers de cette expérience, au travers de ton parcours et des boîtes que tu mets en avant. Donc, déjà, je te remercie pour ton temps, pour notre échange de ce matin. C'était top Avec plaisir. d'avoir tes retours, d'avoir justement ton partage d'expérience. On va peut-être prendre allez, 5 petites minutes s'il y a des questions chez les participants et l'audience. Sinon, en tout cas, c'était passionnant. Si vous voulez retrouver les aventures de Guillaume avec le plongeoir, je vous ai mis le lien encore une fois. Et n'hésitez pas à vous y inscrire et vous y verrez justement comment ça pourra évoluer en termes de modèles, en termes de newsletter et aussi des J'essaie d'être boîtes. transparent, donc en plus, ça c'est marrant aussi pour ceux qui veulent lancer une boîte. Comme les gens qui me lisent, c'est des gens qui lancent des boîtes, j'évite de dire je sais exactement ce que je fais, comme j'ai pu le faire chez Agricool au moment où je parlais avec mes fraises. Là, je dis à chaque fois, je sais pas, vous en pensez quoi comme business model? L'idée, c'est de construire le modèle ensemble et je pense que tout le monde va voir le truc Tu évoluer avais eu des retours d'ailleurs comme sur ça. ça, de personnes qui étaient Carrément. J'ai eu genre 200 personnes qui ont répondu à mon typeform en géniales. mode qu'est-ce que je ferais à ta place? Donc c'est hyper intéressant. Ça me permet de faire aussi de transmettre ce côté voilà enfin moi je suis comme tout le monde quoi, tout seul derrière mon truc et mon ordi et mon carnet de notes à tirailler sur comment mettre en place mon modèle. Voilà. Et ben voilà, trop hâte de vivre la suite du plongeoir, nous dit Sabine. Merci Sabine pour ça. Mais écoutez, si vous n'avez pas Merci. de questions pour Guillaume, en tout cas, on a échangé sur pas mal de choses ce matin. C'était passionnant. N'hésitez Euh, pas à me retrouver aussi enfin si vous voulez parler sur LinkedIn, j'essaie de répondre à tout le monde. et ben parfait. Le rendez-vous est pris. N'hésitez pas à le contacter sur LinkedIn et à vous inscrire au plongeoir. Nous, sur Site Légals, évidemment, vous retrouverez cette vidéo sur notre blog et sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions sur le fameux BSR pour appliquer une levée de fonds comme avait pu le faire Guillaume avec Agricool 500 000 euros, n'hésitez pas. La N'hésitez plateforme est pas. faite pour ça avec l'équipe. Ouais. Exactement. Même la conversion des BSR avec une prochaine levée de fonds. Mm. On est là pour vous aider, vous accompagner sur ces premières démarches-là avec l'équipe et la plateforme. Et merci encore pour ce matin et cet échange, Guillaume. Je te Merci à souhaite une bonne tous. journée Merci et à plein de Florent. bonnes choses pour le plongeoir. Salut, Merci, à plus. Ciao. à plus.